je vais vous raconter ma petite histoire. J'ai écrit ce livre au jeu. Donc, c'est une manière de m'échapper du discours universitaire, du nous, d'un nous universel, de vraiment habiter ma parole. Et ce jeu, c'est mon histoire. Alors, une histoire qui est cachée dans le livre. Ce soir, je vais vous en dire un petit peu plus et puis vous essayez de vous partager avec vous les concepts qui animent cet ouvrage et qui animent mon cheminement face au tableau. Alors, tout d'abord, je suis venue au tableau sur un double appel. Il y a d'abord eu un choc esthétique, un choc visuel. C'était, je crois me souvenir, en 1996 à Rome. J'étais partie à Rome pour un mois et je me suis retrouvée sous la voûte de la chapelle Sixtine, peinte par Michel-Ange, et le ciel m'est littéralement tombé sur la tête. Un coup de foudre. Et puis quelques mois après, un tableau abstrait et une même émotion. Un même choc. Déjà rien que ça, c'est questionnant. La chapelle Sixtine, je pense que vous êtes d'accord. Un tableau abstrait, c'est plus compliqué. Et pourtant, une même émotion. Et puis derrière le tableau abstrait, ou plutôt parallèlement à cette rencontre avec l'abstraction, des mots, des rencontres, une parole, des livres qui sont arrivés. Beaucoup d'auteurs américains, la grande abstraction des années 40-50, dont Barnett Newman et Mark Roscoe, dont je vais vous parler, sont les représentants parmi d'autres. Et ces mots sont venus accompagner le saisissement, le jaillissement. Face à un tableau, il est impossible d'être muet. Même le silence est éloquent face à un tableau. Il se passe quelque chose d'assez étrange. On commence à regarder, à oser regarder, et ça, c'est pas évident. Généralement, quand on arrive dans un musée, on s'empresse de regarder le petit cartel en bas, on a lu les critiques, on a le guide. Oser regarder, c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. On s'ouvre au tableau et notre première question, notre première émotion, chacun y va en fonction de ses clés à lui, c'est déjà une expression de ce qui est au plus profond de nous-mêmes, une expression de notre âme. On peut dire que sur un tableau, face à un tableau, on projette notre âme. Et ça fait question déjà, ça, là encore. J'ai écrit, alors, voilà, cette petite phrase qui doit être à la toute fin du livre, « Être convoqué au tableau par un tableau, se laisser surprendre par un désir, se lève une voix qui appelle en arrière de la toile peinte, l'entendre, s'éveiller. » Être convoqué au tableau par un tableau. Il y a un tableau, chacun le sien. Là, je vais vous proposer un voyage, le mien, mais chacun son parcours, chacun son tableau, et cheminer en soi-même vers ce lieu qui fait tableau. Et je vais essayer d'éclaircir tout ça petit à petit. C'est de cet appel dont je vais essayer de vous parler. Je ne vais pas vous parler d'œuvres d'art. Je vais vous en montrer, plus exactement vous en indiquer. C'est des reproductions. Les qualités techniques du centre sont irréprochables, mais ça reste des reproductions. Ce n'est pas comme voir un tableau dans un musée, dans un atelier. Ce n'est pas la même chose. Donc je vous les indique. Je vous indique des œuvres de Chagall, de Roscoe, de Newman, des œuvres qui appellent, et on va essayer de voir où, comment, pourquoi, en quoi elles nous appellent, et essayer de deviner où elles nous conduisent. La question du tableau ne questionne pas la peinture, mais le tableau. C'est-à-dire cet appel, cette voix qui est en arrière de la toile peinte, la voix qui nous met en mouvement, c'est ça l'émotion. Je ne vais donc pas vous parler de peinture, ce qui ne veut pas dire que la peinture, la technique, n'a pas une grande importance. Bien sûr que ça a une importance, je ne suis pas peintre, donc ce n'est pas par ce biais-là que je vais aborder le tableau. Je vais vous parler de tableau, et mieux encore, du tableau, c'est-à-dire de mon chemin vers le tableau, et j'espère
au terme de cette conférence, vous donner désir de votre chemin. C'était pas évident de préparer la conférence parce que je ne savais pas du tout à qui j'allais m'adresser. Là, je vois à qui je m'adresse. Je vous connais pour la plupart, ce qui facilite, sans les faciliter vraiment, les choses. J'aimerais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, être vraiment le plus clair possible. Donc surtout, vous n'hésitez pas à m'interrompre pour que vous puissiez comprendre ce mouvement d'abstraction. Je vous disais un tableau abstrait, la chapelle Sixtine, et du fond de ma mémoire, une histoire très emmêlée. J'y comprenais pas grand-chose. Villers, Lévi, d'où est-ce que ça pouvait venir? Mais ce fond de mémoire, incroyable. Je me trouvais tout d'un coup, de par cette connaissance qui m'était revenue, les psys parlent de retour du refoulé, je me trouvais en lien avec les mythes, les histoires, les récits fondateurs de notre Occident. Et ce savoir, même d'une façon extrêmement ténue, relié au peuple du livre, vous donne une force incommensurable. Et pour commencer un voyage, quel qu'il soit, il faut un moteur, il faut du désir. Ça a été, en partie, mon moteur, mon désir. Une œuvre d'art, ça vous réveille la mémoire. Ça fait parler le fond de l'âme, comme je le disais tout à l'heure. Ça met en mouvement. On ne se ment pas à soi-même face à un tableau. Il faut essayer d'être le plus authentique possible, au plus proche de soi. Et Chagall nous aidera à être au plus proche de nous. L'humanité dispose d'un réservoir imaginaire. Là encore, on le verra avec Chagall. L'homme repose sur un réservoir imaginaire, et si on assèche ce réservoir imaginaire, si on assèche cette mémoire vive, l'être ne va plus nulle part. Il perd son sens, il perd sa boussole. Un tableau active notre mémoire. Il actualise le passé pour en faire un immense présent qui nous advient, qui nous interroge et qui nous met en mouvement. L'art présente le lieu où se trouve la source. Et c'est à cette source que se révèle l'histoire secrète de l'être humain. Celle à laquelle il faut boire pour relancer le temps, le mouvement, qui est, je le répète encore, celui du désir. Il n'y a évidemment pas de regard unique face à une toile. Il y a autant de regards que de personnes présentes ici et présentes face à un tableau. Je vais risquer ce soir mon regard, je vais vous proposer mon parcours, je vais essayer de partager avec vous mon émotion, mon sentiment, mes analyses, peut-être un peu de mes métamorphoses, bref, un bout de voyage pour vous donner désir du vôtre. La question du tableau, et je pense que vous avez compris que c'était une question qui vous sollicitait en tant que sujet, est une question éthique. Il n'y a pas de vérité toute faite face à un tableau, mais une attitude, un geste face à lui. Voir, c'est recréer en soi, pour soi, le tableau qui est accroché à la simèse. Si vérité il y a, c'est vous, en ouverture, face à la toile. Le tableau est un miroir, pas la glace de votre salle de bain, mais une surface, un plan à la teneur duquel vous pouvez évaluer votre positionnement au monde, votre ouverture au monde. Autant de voir que d'ouverture, de disponibilité à recevoir ce qui se présente. Celui qui s'extasie n'est pas le même que celui qui s'enquiert de la texture ou encore de celui qui cherche les motivations du peintre à peindre. Ces questions, ces premières questions qu'on peut avoir face à un tableau, ce sont déjà des parcelles de vous. Les considérer, c'est évaluer qui vous êtes
plus exactement où vous en êtes, où vous avez positionné votre curseur sur l'histoire de votre désir. Et j'emploie à dessein le terme de valeur. Notre société capitaliste, je ne vais pas vous l'apprendre, est en crise et ne parle que de valeur. Le prix d'une voiture, d'un appartement, d'une cotation boursière, valeur croissante des produits et d'évaluation constante de notre rapport à ces produits. Honnêtement, lequel d'entre vous peut me dire ce que signifie d'avoir un sac qui coûte 2 000 €, une voiture qui roule à 220 km/h quand c'est limité à 130 sur l'autoroute? Quelle est la valeur de tous ces biens de consommation? Et nous dans tout ça, les sujets qui consommons, quelle valeur? Qu'est-ce qui est en jeu? Je vous parle de tout ça parce que le marché, évidemment, a récupéré l'art, et on le verra avec Roscoe et Barnett Newman. Et pour cause, il y avait de l'argent à se faire. Mais dire qu'une toile vaut 12 millions d'euros, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle valeur cela a? 12 millions d'euros. Un tableau n'a pas de prix. Un tableau, ça vaut aussi bien 0 qu'une infinité d'euros. Et là, quand je vous parle d'un tableau à 12 millions d'euros, ce n'est pas un tableau qui est acheté au peintre. La plupart du temps, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La valeur face à un tableau, la valeur fondamentale face à un tableau, c'est vous. C'est ce que vous faites, vous, de ce tableau. Vous, les sujets pensants, souffrants, aimants, désirants, et rien que vous. En face de vous, il y a du bois, une toile, de la peinture. C'est tout. Oui, matériellement, c'est tout. Et en plus, contrairement à d'autres objets du type fauteuil, cafetière, etc., ça ne sert à rien un tableau. Donc, vous vous doutez bien que je ne vais pas vous parler d'un truc pareil. Le tableau n'est pas une peinture. Parce que le tableau n'est pas peint. Le tableau est pensé, le tableau est donné. Qu'il faille de la peinture pour rendre visible tout cela, soit, mais ce n'est pas la question. Pour qu'un tableau existe, il faut un peintre. Et quand vous êtes face à un tableau, vous êtes comme en dialogue, même muet, même silencieux, avec un peintre, avec une conscience, avec une âme, en mouvement, en travail. La question du tableau abrite le voyage que vous ferez face à une toile. Ce voyage est un voyage en direction du cœur du monde, de votre cœur, de ce qui a de la valeur. Alors je vous propose de commencer au cœur du problème, et il ne faut pas que je m'éloigne trop du micro, et je vous parlais de mémoire, donc on va aller à l'origine de la mémoire, enfin pas tout à fait l'origine, mais quand même, au cœur de Lascaux. Et pour commencer avec Lascaux, juste vous lire cette petite phrase du Timée de Platon. Alors je suis obligée de me retourner pour la lire. « Quoi qu'il en soit, le temps est né avec le ciel, afin que nés ensemble, ils soient aussi dissous ensemble, s'ils doivent jamais être dissous. Et il a été fait sur le modèle de la nature éternelle, afin de lui ressembler dans toute la mesure possible. » Lascaux donc, miroir du ciel, les premiers pas de l'humanité et la composition de l'imaginaire. Voilà, on est dans l'antre de Lascaux. Un voyage intérieur, c'est un voyage dans le temps, c'est un voyage dans la mémoire, donc un voyage qui peut commencer à Lascaux. Pourquoi Lascaux?
miroir du ciel. Eh bien, je reprends l'hypothèse d'une chercheuse que je trouve tout à fait étonnante. Cette chercheuse s'appelle Chantal Geges-Volkiewicz, je dois prononcer extrêmement mal son nom, et son hypothèse est la suivante. Elle considère que l'organisation de Lascaux s'appuie, comme par transparence, sur la cartographie du ciel. Les bisons, les chevaux chinois, tout ce bestiaire renverrait par transparence à la carte du ciel qui surplombait ces premiers hommes. On est en 15 000 avant Jésus-Christ. Donc, l'homme du Solutréen, descend dans les entrailles de la terre et il va projeter sur la paroi rocheuse sa vie quotidienne, son monde quotidien, les animaux qu'il voit. Et projetant ce monde, il va se relier au ciel. Je trouve qu'il y a là un mouvement étonnant. Alors, on n'est pas du tout dans le tableau, hein. Je ne prétends pas qu'on y est. Je voudrais juste vous montrer qu'au moment de Lascaux, là, dans ces premiers, alors ça va durer des milliers et des milliers et des milliers d'années, hein, le temps est très très long, hein, le ciel vient tout juste de se séparer de la Terre, hein, les étoiles resplendissent dans le cosmos, éclairent l'homme. On n'est pas du tout, le ciel n'est pas obscurci comme il est aujourd'hui par la lumière des villes. Et ces premiers hommes vont essayer là, de mettre le monde à distance, et mettant le monde à distance, de sédimenter un imaginaire au fond d'eux. Et ils vont même raconter des histoires. Hein, si vous voyez là cette scène de chasse, c'est un homme blessé par un bison. On a l'impression que le bison regarde en arrière, il y a peut-être un autre chasseur. Déjà, là, on commence à raconter une histoire. Hein, il y a presque, j'exagère un peu, mais il y a presque les prédelles qui vont être sous les retables renaissants. Hein. On a déjà là une première narration, une tentative pour dire et mettre à distance et représenter, et en représentant le monde, se redonner naissance, se redonner vie, hein, parce qu'on en sort des entrailles de